Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les jeudis soirs, ou presque, sauf exception, on est en direct, vous êtes sur Watch TV, on va passer une heure ensemble, une heure dans ce studio dans lequel je suis rejoint et j'en suis très heureux par l'un de ceux que vous voyez souvent intervenir. On se débarrasse de lui. Voilà. on n'arrive plus à s'en dépêtrer. Lui, c'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Salut Benjamin. C'est super sympa d'être là avec nous. Mais c'est surtout que j'ai pas eu trop le choix en fait. C'est vrai, raconte. Oui, non, mais j'ai été travaux chez moi et du coup, j'avais pas d'endroit pour faire l'émission ouais, chez moi. C'est ce qu'on dit. Je me suis dit, allez, prenons le scooter, venons à Boulogne et ce sera encore plus sympa. Voilà. Donc on est ensemble, Guillaume, c'est sympa. Et puis on est aussi avec Eddy Magnette, notre confrère. Salut Eddy. Bonsoir Benjamin, bonsoir Guillaume. Salut. Alors Eddy, on te retrouve évidemment sur tablettetactile.net. C'est bien ça. Alors on a déjà quelques émissions dans notre patrimoine historique commun. Hein, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Et oui, on a quelques émissions déjà derrière nous. Et donc ça me fait plaisir d'être encore parmi vous ce soir, parti pour une heure à discuter de l'actualité Apple. Eh bien écoute, on est très heureux d'être aussi avec toi. Alors, petite nouvelle quand même de l'infirmerie, hein, comme on dit. C'est une catastrophe en ce moment en fait, je sais pas ce qui se passe. T'as remarqué, il y a des ennemis cachés, je sais pas, quelque chose. Non, j'ai pas d'ennemis cachés. C'est incroyable. Non, juste vous donner des nouvelles de nos amis qui sont pas là ce soir, qui auraient bien aimé mais qui ne sont pas là. D'abord, Elie Abitbol, on l'embrasse. Il est parti 15 jours en vacances à l'étranger. Il est sans doute parti en Tesla tel que je le connais. Eddy, donc, Eddy qui va revenir en pleine forme pour le début juin. Et on reparlera du début juin avant la fin de l'émission. Je suis sûr que ça vous intéresse parce qu'il va se passer des choses le 2 juin notamment. Et ça va se passer aussi sur Watch TV. Et puis l'autre absent du jour, hein, qui aurait pu être là mais qui n'est pas là, c'est Gilles Dounès de MacPlus.net. Et on embrasse Gilles parce qu'on sait que voilà, il est en train lui aussi de se la couler douce et de prendre des forces pour se préparer avant la tu épuises tes chroniqueurs en fait, au bout de 3 émissions ils sont morts, ils veulent plus, c'est trop tard. Tu sais que la saison de télé ça s'arrête fin juin, c'est comme l'école. J'ai l'impression que tout le monde va en avoir besoin. Donc voilà, on est les 2 derniers rescapés nous. Exactement Eddy, et heureusement que vous êtes là, j'aurais été tout seul sinon. Donc mais jusqu'à quand? Oui, exactement, c'est ça, je commence à m'inquiéter pour les prochaines semaines, t'as tout à fait raison. Voilà, donc on est ensemble pendant une heure. Il y a pas mal de sujets d'actu. Ah ouais, pour une fois. Hein? Bah ouais. Écoute, tu sais quoi, à chaque fois j'ai l'impression qu'on va se retrouver un peu à poil comme on dit. Et puis en fait, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est ça qui est génial. Allez, on marque une toute petite pause. Allez, 3 secondes et on entre dans le vif du sujet de cette semaine Apple, puisque vous savez, iWeek, c'est toute l'actu Apple en live. À tout de suite. Et donc, petit rappel aussi quand même avant qu'on démarre, vous pouvez participer à l'émission, nous envoyer vos questions, vos messages, vos commentaires, vos réactions avec le hashtag sur Twitter, vous le voyez en bas de l'écran, iWeekTV. Les tweets sont juste devant nous sur un grand écran, donc on les verra tout de suite. Enfin, surtout Guillaume, parce qu'il est vraiment en face, et c'est lui qui nous alertera. Moi, je vois que mes tweets d'ailleurs, c'est marrant. Voilà. Si vous êtes sur le site de Watch, tweetez, et puis si vous nous regardez sur YouTube, 2 choses. D'abord, vous pouvez nous laisser un commentaire à côté du player de la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne de Watch sur YouTube. Je crois qu'on est plus loin des 2000 abonnés, donc... Ça marche. Aidez-nous à passer ce cap symbolique bien sympa. Allez, on démarre avec on va dire l'info de la journée pour tous ceux qui ont un Mac. Guillaume, alors je te laisse nous donner cette info. Alors, Apple a enfin lancé la mise à jour 19.3 de OS 10. Donc, elle est arrivée ce soir, un peu avant 20h30, quelque chose comme ça. Et c'est une grosse mise à jour qu'on attendait depuis un petit bout de temps. Je vais parler plus fort. Tiens, approche-toi un peu de la table. Je me rapproche. Ouais, approche-toi, on t'entend.
Voilà. J'ai une sorte déambulateur. Donc, grosse mise à jour pour Apple, puisqu'en fait, ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas eu de mise à jour du système, je pense depuis octobre, non, peut-être un peu plus tard, je sais plus, décembre, janvier. L'OS 10 L'OS 10, je sais plus quand date la 19.2, mais bon. C'est une mise à jour surtout qui a eu une particularité, c'est qu'elle a été en bêta pendant très longtemps, et surtout, c'est la première fois qu'Apple lance une bêta publique du système. Enfin, alors, mise à part la grosse bêta qu'il y avait eu de macOS 10 en 2000, là, ça fait un bout de temps donc ils n'avaient pas fait ça, donc ils ont lancé une bêta publique. Et finalement, donc, quelques semaines après, ils ont enfin lancé la version finale. Donc, grosse nouveauté, donc il y a eu... je te laisse le dire ou tu veux que j'en parle Ah bah non, mais moi j'ai retenu Allez, deux choses, mais alors, comme j'ai pas eu le temps de l'installer et de lire dans le détail, j'ai besoin que tu m'expliques concrètement. 3 choses. J'ai retenu un support étendu du 4K, des écrans 4K. Deuxièmement, apparemment, il y a du nouveau du côté de la synchronisation avec les appareils sous iOS. Et puis, la troisième chose, alors ça concerne en fait la mise à jour d'iTunes qui est sortie en même temps. Voilà, il y a 3 choses en fait. Il y a eu effectivement... Je sens qu'Eddie acquiesce. Eddie, on passe la main juste après. Donc, la première, grosse... Bon, d'abord, il y a des corrections de bugs classiques. J'ai vu qu'il y a des mises à jour du côté plutôt serveur. Il y a pas mal de choses côté client avec le SMB, donc le protocole de connexion, de partage de fichiers, choses comme ça, Active Directory aussi. Mais donc, en gros, meilleur support du 4K pour les écrans, pour certaines machines. Donc, en fait, en particulier, je crois que c'est les MacBook Pro qui ont Retina, qui peuvent gérer des écrans 4K en plus maintenant. Ils les gèrent mieux surtout, parce qu'avant, ils les géraient de façon un peu dégradée. Tu veux dire les écrans des autres, hein, parce qu'il n'y a toujours pas d'écran Apple. Il n'y a pas d'écran Apple, donc c'est les écrans des autres constructeurs. La nouveauté la plus intéressante pour moi, c'est surtout le retour. Alors, Apple dit que c'est une nouveauté, mais c'est le retour de la synchro locale des données de contact et de calendrier avec iTunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, à partir de la 10.9 et des dernières versions d'iTunes, j'ai l'écouteur qui se barre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Apple et l'autre écouteur, c'est un complot. C'est pas grave. Apple avait décidé que pour la synchro de tout ce qui était contact et calendrier, ça se passerait désormais plus que par iCloud. Donc en fait, si tu n'as pas de compte iCloud, tu ne pouvais plus faire de synchro entre ton carnet et ton ordinateur, ou tes calendriers et ton ordinateur. Alors je traduis pour ceux qui comprennent peu ou pas. Ça veut dire qu'il fallait d'abord que les données aillent dans le nuage avant de redescendre dans son Mac, par exemple. Tout à fait. Voilà. Donc ça rendait obligatoire le compte iCloud, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. En pensant qu'il y avait des gens aussi qui avaient leurs habitudes en passant par iTunes. Absolument. Et ça les a un peu troublés, ce genre de tout à fait. Donc du coup, Apple a décidé qu'après qu'il y ait eu quand même pas mal de cris de rage sur Internet, que finalement, ils allaient faire marche arrière, et donc désormais, on peut à nouveau synchroniser les informations en local, ce qui n'est plutôt pas une mauvaise chose. Puisque donc, c'est l'avantage de ne pas être rendre dépendant aussi de l'Internet. Donc c'est pas une nouvelle fonction, c'est juste un retour. C'est le retour d'une fonction qu'ils avaient virée. Voilà. Mais on dit que c'est nouveau. Mais ils sont assez forts pour faire ça. Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, avec calendrier, par exemple. Un truc qui m'avait fait hurler en 10.7, c'était que le calendrier, avant, tu avais un menu avec le listing de tes calendriers sur le côté. Ouais. En 10.7, ils ont fait un petit menu pop-up qui était insupportable à utiliser, qui listait tous tes calendriers. C'était horrible, en fait, puisque tu pouvais pas savoir quelle couleur correspondait ton calendrier à chaque fois. Il fallait cliquer sur le menu, donc c'était insupportable. Et en 10.8, ils ont dit, une nouvelle fonction, vous avez maintenant les calendriers dans le listing à côté, comme sur le 10.6. Donc ils sont assez forts pour faire ça. Mais c'est quand même une bonne chose qu'ils l'aient remis. Et puis il y avait une autre fonction, il me semble qu'ils avaient une autre nouveauté, il me semble dans la 19.3, je ne sais plus ce qu'il y avait aussi, il me semble qu'il y avait encore autre chose. Mais bon, écoute, moi j'ai retenu le 4K et la synchronisation, effectivement. Eddie, on appelle ça des mises à jour mineures d'OS 10, mais parfois c'est quand même important, hein, donc ça vaut le coup de les faire. Est-ce que sur Mac, il faut avoir un comportement prudent, c'est-à-dire laisser les autres installer les mises à jour et attendre d'être sûr que tout va bien? Tiens, on a perdu Eddie. Voilà. Il va revenir. Je peux te poser la question à toi, Guillaume. Est-ce qu'il faut, comme sur certaines autres machines, attendre que la communauté confirme que les mises à jour sont bonnes, ou est-ce que maintenant on est arrivé à un tel niveau de préparation chez Apple qu'on peut y aller les yeux fermés? Moi je dirais toujours, vous pouvez les faire, mais pensez à avoir une sauvegarde. C'est toujours aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Time Machine, vous avez plein de solutions de sauvegarde qui existent sur le marché, vous pouvez faire un clone sur un autre disque, ce que vous voulez, mais conservez toujours une sauvegarde parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les mises à jour sont testées normalement par Apple, là celle-là a été testée de façon intensive. Oh, retour d'Eddie, salut. Ouais. Et, désolé, j'ai une connexion qui a l'air un peu
un peu bancal ce soir, donc. C'est pas grave. Je te rassure, on a fait Cannes ce matin, c'était pire, donc. Bon, tu m'étonnes. Et donc en fait, je vais te laisser finir. Ouais, je finis juste mes pages après. Moi, je pense que vous pouvez les faire. Surtout la 19.3, typiquement, c'est une mise à jour qui est testée depuis de nombreux mois, donc je pense pas qu'elle devrait être trop buggée au final. Après, si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez attendre 1 ou 2 semaines. Si ça ne corrige pas de bug, je veux dire, typiquement, si tu as un MacBook Pro Retina et que tu veux utiliser un écran 4K, il faut la faire. Si tu n'as pas de fonction essentielle et que ta machine marche bien, si tu vois que cette mise à jour n'apporte pas théoriquement de choses de nouvelles pour toi, tu peux t'abstenir. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Apple, des fois, rajoute des correctifs qui ne sont pas indiqués dans les notes de support. À chaque fois, il y a un article de support qui indique les correctifs. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas forcément indiquées. Donc, parfois, ça vaut le coup de tenter. Alors, je précise juste un truc en ce qui concerne Guillaume, c'est que Guillaume est donc MacGuru, entre guillemets, développeur aussi. On lui doit cette... excellent, je dirais même plus extraordinaire. Excellent, ouais. C'est un shareware, hein. C'est un freeware, donationware. Un donationware, voilà. Vous donnez de l'argent si ça vous a rendu service. Un don du ciel. Voilà. On en avait parlé ici. Puis même Steve Wozniak, je crois, avait eu un petit geste pour toi. Donc, Dismaker, c'est cet utilitaire qui permet de créer une clé USB de démarrage pour installer... à partir de l'application d'installation d'OS 10 depuis la 10.7. Ce qui évite aussi de retélécharger à chaque fois l'OS et tout, ce qui fait quand même 5 et quelques gigas. Voilà. Eddie, donc la question c'était d'abord, bon, qu'est-ce que cette mise à jour représente pour toi ? On parle de mises à jour mineures, mais parfois elles sont quand même importantes. Et est-ce que toi, tu fais ces mises à jour-là dès qu'elles arrivent, ou est-ce que tu préfères attendre que les uns et les autres te confirment que tout est stable ? Alors j'ai un côté un peu casse-cou, hein, donc j'aime bien faire les mises à jour tout de suite. Je fais confiance à Apple et jusqu'à présent je n'ai pas été déçu. Après, ce que j'aime bien dans le fait de faire les mises à jour, c'est qu'on a aussi tous les petits correctifs, parfois des correctifs de sécurité, parfois ce sont des correctifs de sécurité d'ailleurs assez majeurs. Et donc pour toutes ces raisons, hein, j'ai toujours tendance à tout de suite passer mes ordinateurs et même mes appareils mobiles dès qu'il y a un nouvel OS qui sort. Je le fais immédiatement. Ouais. D'ailleurs, je vais vous laisser, je vais mettre à jour mes ordinateurs et puis on se retrouve dans quelques minutes. Dans 2 heures. Salut Eddy, c'était un plaisir. Allez, à plus tard. C'était un plaisir de passer 7 minutes 30 avec toi. Merci beaucoup. Je vais refaire mon parc, je reviens. Bon, en fait, l'excuse de ma connexion un peu bancale, hein, c'était ça. Hein, c'était en réalité, je suis en train de lancer toutes les mises à jour. D'accord, merci. Hein. Super. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Sympa les copains. En parlant de mise à jour, je crois qu'il y a aussi de petites mises à jour sur l'application podcast, il me semble. Et justement, iPad et iPhone. Avec une évolution du design hein, qui colle à iOS 7 si j'ai bien compris. Et je crois que les podcasts sont présentés différemment, ce qui peut aussi être intéressant pour nous, dans iTunes. Puisqu'évidemment, iWeek est en podcast comme toutes les émissions de Watch, et donc ça nous intéresse de savoir de quelle manière Apple présente et met en avant les podcasts. Voilà pour ce premier sujet d'actualité. Allez, on va parler des casques. Les casques. Quel casque ? Quel casque ? Alors, c'en est pas un, ce que j'ai sur les oreilles. Non, Eddie, tu n'es pas très corporate. Ceci n'est pas un casque, il fait du Magritte. Hein, c'est quoi ? C'est du Plantronics, ça, non ? Exactement. Voilà. Qui est une très très bonne marque, mais en l'occurrence, ce n'est pas la marque qu'Apple serait sur le point d'acheter. Il faut encore parler au conditionnel parce que... C'est pas encore confirmé. C'est encore une rumeur. Tout le monde en parle comme si c'était fait. D'un côté, Apple n'a pas fermement démenti, donc tu peux te dire que là, pour le coup... Et puis il y a quand même beaucoup de sources concomitantes, donc Apple rachèterait Beats, la marque des sources sérieuses sur casque et de services de streaming aussi musical. Ouais. Et donc du coup, ça se fait se poser plein de questions, puisque ce serait le premier gros achat de société qu'Apple aurait fait depuis le rachat de Next en 97. Donc qui est le retour de Steve et tout ça. Et effectivement, on se demande surtout qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que est-ce que ça correspond à la stratégie d'Apple ? Enfin, tout ça, on va en débattre après, mais voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette annonce de l'acquisition de Beats ? Alors, on va quand même préciser, parce que c'est pas anodin. Si ça se confirme, et si le montant se confirme, on parle quand même de plus de
Et voilà, mise à jour système. Alors voilà, n'installez pas la 19.3. Alors voilà, maintenant on connaît la stratégie d'Eddie. C'est que dès qu'on lui pose une question un tout petit peu embarrassante, hop, il disparaît. Voilà. Donc, alors attention, je ne vous vois plus, mais je vous entends. ça c'est fourbe, hein. Ça c'est très Ah, ça c'est traître. Voilà, ça c'est tu traître. peux le dégager, s'il te plaît, j'aime pas du tout ça. Bon, alors tu sais quoi, on va se mettre comme ça, le temps que je retrouve mes petits aussi, parce que je cherchais une vidéo que je voulais vous montrer. Alors Eddie, toi, tant que tu ne réapparais pas, tant que tu ne réactives pas ta caméra par exemple, tu n'as pas le droit de parler, voilà, merci. Donc je te repose la question. Non, du coup, ferme-la. Bon alors Eddie, cette acquisition probable de Beats, on parle de plus de 3 milliards de dollars, hein, 3 milliards 200 millions de dollars, pour qu'Apple se paye ces casques qui sont les casques hyper tendance, mais en même temps, enfin, tous ceux qui sont un peu des audiophiles disent que c'est loin d'être les meilleurs casques du marché. Hein. Alors moi j'en ai eu deux, hein, donc je peux parler en toute connaissance de cause. J'ai été à chaque fois déçu, je les ai rendus très rapidement. Et en toute honnêteté, je pense que Beats est surtout très fort en marketing. Ah ouais. Il est bien plus fort en marketing qu'en fabrication de casques. Et pour les audiophiles, j'ai jamais rencontré un audiophile averti qui ne jurait que par Beats. Ouais. Alors, faut dire quand même Apple l'a un petit peu aidé à une époque, et là, ils risquent de les aider avec un gros chèque. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment, c'était une keynote avec un certain Steve Jobs. Écoutez, souvenez-vous. Je connais pas. Hey, Dr. Dre. Hey, what's up, Steve? How you doing? I'm great. Hey, Sorry I couldn't be there, but I'm here in the studio working on my new record, but I want to congratulate you on iTunes. oh, that's great. Listen, when can we get it on the store? As soon as possible. Hey, Also, I'd like to say congratulations on the iPod, too. No more carrying big duffel bags full of CDs. Dr. Dre, we've got, of course, your albums on the store, but you also produce Eminem and 50 Cent, and they've done super well. And I had a question for you. Can iTunes somehow help these new bands break their acts? Oh, definitely, definitely. I know a lot of kids like going online to buy their new music and what have you. So iTunes is a way for them to get their new music in a legal way. Well, you've helped some of the biggest. Yeah. Okay. You've helped some of the biggest stars break into the music business, like Snoop Dogg and Eminem and 50 Cent. And along with your own music, we just love having this stuff on the store. So thank you very much. Thank you. Thanks for having me. Okay, take care. All right. Voilà, donc Dre avec Steve Jobs. Alors le Steve qui était encore en forme, hein, avec la barbe, avec avec ces kilos qu'on aimait finalement pas mal. Deux trois des blagues aussi qui datent bien les images. Hein. Dre qui le remercie de ne plus avoir à trimballer des montagnes des piles de CD. Voilà, on était au début de l'iPod. Mais bon, ça montre bien l'intérêt d'Apple pour l'environnement de Dre, ce qu'il était en train de mettre en place dès ce moment-là. Qu'est-ce qui peut justifier, Guillaume, qu'Apple d'abord achète Beats et l'achète aussi cher, parce que plus de 3 milliards de dollars, même si Apple a beaucoup d'argent, c'est quand même beaucoup d'argent. Parce que Beats, c'est une marque qui est surévaluée et qui coute très cher, comme Apple, non? C'est pas ça. Ouais. C'est la réponse si tu. D'accord, alors, ok, elle fait partie des boîtes qui sont surévaluées, d'accord. Plus sérieusement, je peux pas juger les casques Beats, je suis pas du tout audiophile, donc je pourrais pas dire leurs casques sont bons ou pas, je les ai jamais testés, donc là c'est pas la question. Je pense il y a deux choses à distinguer. Il y a le matériel et le logiciel. Matériel, puisque Beats fait des casques, est-ce qu'Apple va s'intéresser à cette partie-là en tant que complément de ses produits iPhone, iPod, etc. Et faire une branche qui vendrait du casque, des choses comme ça? Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas aussi des ingénieurs qui souhaitent récupérer pour améliorer leur propre technologie audio? Ça peut être possible aussi, même si on dit que les casques Beats sont lourds, enfin en termes de rendu sonore, donc ça mais
Ça, pourquoi? Est-ce que ça a une influence ou pas? J'en sais rien. Apparemment, il y a quand même un des boss de Beats qui avait très bonne acquaintance avec Steve Jobs, donc ça pourrait jouer. Et surtout, il y a pas mal de relations avec le monde de la musique. Ouais. Comment il s'appelle? Yovin, c'est ça, je crois? Yovin, Il me semble. Oui, Bob Yovin, c'est ça? Bob Levin. Bob Levin. Ouais. Donc lui, il pourrait avoir donc effectivement une influence et de bonnes relations avec Apple, donc ça pourrait jouer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la partie logicielle, puisqu'en fait Beats a lancé il y a quelques mois un service de streaming musical, concurrent de tout ce qui est Pandora, Spotify, évidemment, Deezer et autres. Et est-ce que ça pourrait pas être plutôt ça qui les intéresse, sachant qu'iTunes Radio marche moins bien que ce qu'ils souhaitaient, alors que Beats apparemment a un taux de conversion, c'est un service payant, mais qui est gratuit pendant une quinzaine de jours et qui après passe au payant, et apparemment leur taux de conversion est assez fort, c'est-à-dire que le taux de conversion, le nombre de personnes qui décident de passer au service payant, finalement est assez élevé, donc ça pourrait les intéresser, il y a peut-être quelque chose, une formule qui leur plaît. Et je crois surtout avoir vu que... J'ai l'impression quand même que dans un premier temps, Apple est vraiment intéressé par ça, par le service, je pense aussi, par le service de musique. C'est tout à fait possible. Et est-ce que Apple a... Alors, ce qui apparemment était très bon sur Beats, c'est le service de suggestion qui donc te dit par rapport à ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu pourrais écouter, et apparemment ce service-là est très fonctionnel et marche très très bien, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple chez Spotify, des fois ils ont tendance à te conseiller des trucs, tu sais pas d'où ça vient. J'ai régulièrement des tweets là-dessus, des gens qui râlent. Mais c'est quand même incroyable que iTunes existe depuis quasiment plus de 10 ans maintenant. C'est quand même incroyable que ce type de service soit pas déjà en place depuis longtemps sur iTunes, non? Non, Eddy? Moi, on a pu penser que quand, le service radio, iTunes Radio est arrivé, que ça allait être quelque chose qui allait ressembler effectivement à Spotify, et puis finalement, on s'est aperçu que c'était pas du tout le cas, qu'on avait plus quelque chose qui ressemblait à Pandora. Et effectivement, moi je suis assez étonné, d'autant que c'est quand même quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un petit moment, et finalement qui a jamais vu le jour, et qui pourrait bien, si Apple reprend justement ce que Beats a mis en place, voir le jour bien plus rapidement qu'on pouvait penser. Mais ça veut dire qu'on pourrait à la fois, on va dire, voir cette acquisition se confirmer et ne pas voir débarquer des casques Apple by Beats, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense pour le moment que, et d'ailleurs Apple a tout intérêt à conserver la marque Beats et à pas toucher, à pas mélanger les genres, pour les raisons qu'on a d'ailleurs évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que si Beats effectivement a un marketing assez malin, par contre la qualité des casques est pas vraiment au rendez-vous, et ça dans le petit milieu des audiophiles on le sait. Alors que dans le milieu des fans d'ordinateurs, on sait bien que le Mac, voilà, c'est une machine qui est fiable, une machine qui fonctionne bien. Donc je pense que Apple n'aurait pas intérêt dans un premier temps à faire en sorte que Beats devienne une marque intégrée à Apple. Mais à l'avenir, je pense que certains techniciens de chez Beats vont travailler donc pour Apple, vont certainement développer des produits. Alors, est-ce que ce seront des casques qui ressembleront aux Beats? Je ne pense pas, mais il ne serait pas étonnant que dans les quelques années qui viennent, si l'acquisition se confirme, on ait des casques de bonne qualité en provenance de chez Apple, et qui seraient mis au point donc par les ingénieurs de chez Beats. Question, là vraiment, vous allez peut-être vous marrer, mais est-ce que ça peut avoir un rapport avec les projets d'Apple dans le monde des objets connectés? Aucune idée. Je peux pas le dire parce que c'est un sujet qui est complexe. Pas forcément. Je pense pas qu'il y ait forcément de lien direct entre les deux, parce que le monde audio est un monde assez spécifique, je pense, et c'est pas forcément je pense. Pour Apple, à mon avis, ça doit être quelque chose de totalement séparé. C'est une grosse société, Apple, aujourd'hui. C'est une des plus grosses sociétés au monde et qui fait plein de choses très différentes. Et à mon avis, il n'y a pas de raison qu'Apple se dise ça va entrer dans le thème de l'objet connecté. Parce que je vois pas l'intérêt pour Apple de dire un casque audio pour être un objet connecté. Peut-être qu'il y en a un. Après, on peut être surpris. Peut-être qu'il y en a un et qu'on ne le voit pas aujourd'hui. Mais Beats n'a pas montré aujourd'hui de volonté d'aller sur ce marché, ou n'a pas montré de qualité particulière par rapport à ce marché. Donc ça n'a pas d'intérêt de se dire j'achète Beats pour l'objet connecté. Je pense que le côté, à mon avis, la piste la plus probable, c'est plutôt le service de musique, qui est pour le plus intéressant. Et après, rien n'empêche de dire que Beats est racheté en
en gardant effectivement la partie matérielle totalement séparée d'Apple, mais en récupérant la partie logicielle pour l'intégrer à iTunes, par exemple. On a quand même un cas au moins d'une entreprise qui appartient à Apple, que personne ne sait qu'elle appartient à Apple, et pourtant elle publie plein de choses régulièrement, un logiciel en particulier qui marche très bien, c'est FileMaker. FileMaker est une filiale à 100% d'Apple. Et depuis longtemps. Depuis toujours. Depuis 97. Ouais. À un moment, c'était Clarisse qui était FileMaker. Je pleure parce que Clarisse avait parmi quelques-uns des plus beaux logiciels jamais sortis. Enfin, Clarisse Works, c'était une merveille. Clarisse Emailer était fantastique à l'époque. Ça enterrait encore beaucoup des logiciels de mail d'aujourd'hui, je trouve. Mais le fait est que voilà, FileMaker est une filiale à 100% d'Apple. C'est une boîte séparée. Quand on en parle, même les employés de FileMaker sont pas forcément au courant, ce qui est assez drôle. J'ai eu le cas l'autre jour, j'en parlais avec quelqu'un, des SI dans une boîte, il me fait FileMaker, ouais, enfin, je lui fais ouais, en plus c'est une filiale d'Apple. Il fait non, mais non, j'en ai parlé avec les gars de FileMaker, le jour il me dit que non. Je dis bah écoute, renseigne-toi, si. C'est pas grave, mais c'est pour la petite histoire. Mais voilà, enfin, c'est une entité séparée. Donc pourquoi ne pas se dire effectivement qu'ils peuvent complètement séparer cette partie-là matérielle et par contre garder les ressources logicielles, l'ingénierie logicielle derrière pour peut-être la partie sonore, parce que peut-être qu'elle plaît pas à tout le monde, mais il y a peut-être des technologies et des brevets qui peuvent être intéressants, parce que c'est aussi une histoire de guerre de brevets parfois. Oui. Et la partie streaming pure et dure, parce que le service est intéressant. Ouais. Et puis le service existe déjà surtout, et donc on va dire que pour Apple c'est du travail en moins. Hein. Il y a déjà quelque chose qui existe, qu'on peut reprendre. Tout à fait, mais en même temps, on pourrait dire aussi quand même que la taille de bits, c'est quelques centaines de milliers d'utilisateurs, contrairement aux 300, 500 millions d'utilisateurs d'iTunes, je sais plus combien c'est aujourd'hui, enfin, il y a autant de cartes bleues qui sont enregistrées dans les petits serveurs d'Apple. Donc, la base d'utilisateurs elle-même me semble pas significative. Par contre, les technologies derrière me semblent peut-être intéressantes. Plus une question de technologie, je pense, que réellement de base d'utilisateurs. Et puis, on n'aura pas... Enfin, les gens qui attendent une annonce à la WWDC prochainement dans ce sens-là vont être déçus, parce qu'on ne peut pas imaginer un rachat dans le courant du mois de mai et déjà une intégration de la technologie dès le mois de juin. Quoi. Ouais. Alors par contre, méfie-toi, parce que tu sais qu'Apple est très forte pour faire les choses en sous-marin. Alors c'est vrai. On pourrait être agréablement surpris. Je te rappelle le passage à Intel qui a été annoncé grosso modo la veille pour qui a été le jour même. Le rumeur, c'était 3 jours avant, personne n'y croyait, puis yes, it's true, et quand on a fait ah ouais quand même, et il avait une machine de démonstration, et les développeurs avaient leur machine de démonstration qui était prête derrière, donc leur machine développeur. Donc du coup Apple est très forte pour ça, et je pense qu'il n'y a aucun problème s'ils décident que finalement le truc ils l'ont fait en sous-marin et que ça soit prêt le jour J, ça sera prêt le jour J. Par contre, pour la conférence développeur, je vais tempérer, peut-être, je pense que l'annonce de Beats se fera avant la WWDC. Maintenant, je pense pas forcément qu'ils vont en parler plus que ça dans la WWDC, je suis même pas sûr que ça ait d'impact sur la conférence développeur. Voilà. D'ailleurs, juste un truc, une des rumeurs qui court sur la WWDC, c'est que le thème principal, c'est surtout OS 10, c'est pas tellement iOS. Ouais. Oui, puisqu'on va surtout parler sans doute d'iOS au mois de septembre, quand ce sera l'heure de l'iPhone, évidemment. On a fait le tour, je pense, du sujet sur Beats. Eddie, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? On pourrait peut-être terminer aussi en disant que le modèle iTunes, je ne dis pas s'essouffle un peu, mais on sait bien que la vente de musique en ligne a tendance à décliner un peu, et au détriment du streaming. Et je pense que cette annonce, le rachat de Beats par Apple, de ce point de vue-là, n'est peut-être pas anodin non plus. Je pense qu'Apple sait bien que il y a de fortes chances pour que la musique en ligne à l'achat continue de décroître dans les années qui viennent, et que ce soit le streaming qui l'emporte. Et donc, je pense qu'il est important pour Apple d'être un acteur sur ce marché-là. Ouais. D'autant que par contre, Google y est déjà. Et on sait bien que Google et Apple ont toujours tendance à se marquer. Juste un truc, par contre, la question, c'est la question de la rentabilité des services en ligne. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui ? J'en suis pas super convaincu. Non. Sur la musique ? Sur la musique, ouais.
est-ce que Spotify gagne vraiment beaucoup d'argent par rapport à ce qu'iTunes vend comme morceaux de musique? C'est la question, quoi. Est-ce qu'un client d'iTunes va plus télécharger de morceaux? Est-ce que ça va rapporter plus à Apple? Et à un côté, en plus, la musique aujourd'hui, c'est presque peanuts, je dirais, par rapport à ce que le reste lui rapporte. C'est-à-dire que iTunes, en fait, si les on apps, tu veux dire les apps rapportent souvent beaucoup plus, et la musique en ligne, par rapport à ce que peut représenter le hardware comme l'iPhone ou l'iPad, si tu regardes dans la branche iTunes, musique, ça devient ridicule. Autant c'était très fort à une époque parce que ça allait de concert avec l'iPod, et il y avait effectivement l'iPod et il y avait le Mac à côté, et que l'iPod se vendait beaucoup plus que le Mac, et qu'iTunes était réellement un moteur. Aujourd'hui, le moteur, c'est effectivement les apps, et c'est ce qui fait pousser aussi le marché de l'iPhone et de l'iPad. Donc pas sûr que ce soit vraiment significatif. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet en attendant la confirmation probable dans les jours qui viennent de cette acquisition de Beats par Apple. On a évoqué la WDC, alors je vous en dis un mot. La WDC, ça commence le 2 juin à San Francisco. Alors les choses ne sont pas encore tout à fait figées dans le marbre, mais ce qui est sûr, c'est que évidemment, on sera au rendez-vous de la keynote du 2 juin sur Watch TV avec une émission spéciale qui va durer environ 2 heures, avec, si tout se passe bien, une partie de l'équipe qui sera à San Francisco, et donc on compte sur vous pour être au rendez-vous et pour faire passer le message. Sur Mac Rumors, il y a une news là, qui est en tête de page qui précise qu'on devrait quand même voir iOS 8 dans 10 jours à la conférence développeur. J'aime pas trop qu'on me fasse un démenti sur un truc que je viens de dire 5 minutes, juste 2 minutes après. Mais écoute, ça prouve qu'ils regardent l'émission et qu'ils ont tenu à réagir. J'aime pas trop ça. Moi, je pense qu'iOS 8 sera présenté, d'autant que iOS 8 il sera dans la lignée d'iOS 7 et qu'il n'y aura pas forcément t'as des infos des infos et qu'il n'y aura pas forcément de grosses nouveautés en ce qui concerne iOS 8. Alors, on verra bien, on sera peut-être justement agréablement surpris. Mais effectivement, ça tiendra pas, on va dire, le centre de la conférence d'ouverture. Ce sera certainement pas iOS 8. Bon. Alors, on va revenir aux prochains événements des jours à venir. On va y revenir dans quelques instants. Je voudrais quand même qu'on reste sur Apple et sur ce que sont les projets, les rumeurs. Alors, pour une fois, on va pas parler de l'iPhone 6 aujourd'hui. Ah bah quand même. Hein, t'es content, l'iPhone 6. T'es un petit peu rassuré. Pardon de l'iPad 6. Voilà. Non, en revanche, alors c'est bon. Tu connais sans doute assez bien les analystes financiers. Hein, ils ont tendance à dire n'importe quoi pour faire parler d'eux. Tu es d'accord avec moi? Oh là, mon Dieu. Voilà. Alors je te présente, enfin j'ai pas de photo de lui, mais je te présente quand même Trip Chaudhry. Ah non, pas lui, non, pitié. Tu t'en souviens? Mais c'est un running gag ce type. Lui, il a décidé que Tim Cook il était pas bon, fallait le virer. Enfin ça fait des années que Tim Chaudhry, en fait, apparemment c'est un gars qui aime pas Apple. Alors je sais pas si lui il a peut-être dû vendre des actions Apple, si tu veux, quand il était au plus bas en 97. Et depuis il a vu ce que c'est devenu et il regrettait énormément. Donc du coup il crache. À chaque fois, et ces rumeurs sont juste hallucinantes. Voilà, alors c'est lui qui avait dit. C'est très drôle. C'est lui il en balance plein, il se dit il y en a bien une ou deux qui va passer. Ouais, ça va coller sur le mur avec un peu de chance. Ouais. Exactement. Alors, c'est lui qui avait dit au début de l'année qu'Apple avait 60 jours pour sortir l'iWatch, sinon. Ah oui, sinon c'est mort. Sinon Apple serait complètement dans les choux et condamné. Ce serait un signe de déclin. Alors, il a récidivé aujourd'hui, alors en affirmant qu'Apple était en train de développer une imprimante 3D. Oui. Moi, je pense qu'une cafetière sans fil. Non, mais sérieusement, est-ce que alors, la justification de cette analyse financière, c'est de dire que puisque selon lui Google travaille sur le sujet, Apple travaille aussi sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui le concurrent d'Apple, c'est Google et plus Microsoft. Apple Glass. Voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement. Les Apple Glass, c'est bien connu. D'ailleurs, oui, bien sûr. Ouais. C'est évident. Vous y croyez à une imprimante 3D Apple ou ça n'a aucun fondement? Eddie? Pour le moment, je mets, on va dire, 0,00,5% de chance d'avoir une imprimante 3D de chez Apple même dans les 2-3 ans qui viennent. Bon, pour être large. Faut pas oublier un truc. Apple, aujourd'hui, ne s'aventure sur un marché que quand il est mûr et quand les autres ont un peu testé pour... Il y a des vrais sujets à suivre, hein, je vous rassure. Mais après, non, mais cela dit, attends, après, c'est pas... Soyons réalistes.
c'est peut-être un marché qui aura de l'intérêt dans quelques années, pourquoi pas. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des trucs géniaux qui sortent avec les imprimantes 3D, enfin des trucs fabuleux, je trouve, tous les jours. La maison imprimée en 3D, moi je trouve ça un truc délirant, pourquoi pas. Dont on parle pour les pays en voie de développement. Pour les pays en voie de développement. Enfin, il y a plein de choses qui sont super intéressantes sur les imprimantes 3D, mais juste, je pense pas que ce soit un marché. Faut pas oublier qu'Apple fait des produits pour le grand public. Et je pense pas que ce soit un marché encore grand public, c'est un marché professionnel qui va vers le grand public, mais ce sont des professionnels qui font du produit pour le grand public. Est-ce que chacun va avoir une imprimante 3D sur son bureau demain matin? Je suis pas convaincu que ça arrive tout de suite. Comme il dit, pourquoi pas dans quelques années? Mais est-ce que c'est pas quelque chose plutôt qu'Apple va laisser faire les autres et puis voilà. Ils ont fait des imprimantes, il ne faut pas oublier. Apple, il y a 20 ans, faisait encore des imprimantes. Une imprimante 3D et une imprimante papier, c'est pas... C'est plus... toi, tu n'as jamais démonté une laser couleur. Hein. Non. Laser couleur. Alors, la Color Laserwriter 12600, je pense que ça va parler à beaucoup aux techniciens qui suivent. J'ai démonté une fois et ça n'est jamais remis, l'imprimante. Je peux t'assurer, c'est une catastrophe. Bon, juste une précision sur cette rumeur lancée par cet analyste auquel nous accorderons un crédit très limité. Oula. Veut que l'annonce soit faite soit en juin, donc dans 10 jours à la WWDC, soit en octobre. Mais les produits liés à cette annonce ne seraient disponibles que 12 à 18 mois plus tard. Alors, ce qui est encore plus étonnant quand on connaît un peu Apple. Hein. Ouais. Exactement. Alors là on va dire que si son analyse était déjà farfelue en soi, cette nouvelle l'est encore plus, puisque quand Apple présente un produit, il est souvent disponible dans les 3 mois qui suivent. Oui, voire dans la semaine. Voire instantanément. Ouais. Voire même le lendemain parfois. Donc. Allez, le jour même, ils l'ont fait pour le Mac. Rappelle-toi, le Power Mac G3 en 99. Qui était annoncé donc le 6 janvier, et le 6 janvier il était dispo dans les boutiques, et là c'était un grand drame parce que moi j'étais au support technique et en fait la machine on l'a jamais vue, ils font leur annonce le jour même en disant ouais vous pouvez l'acheter le jour même, et le lendemain les clients effectivement appelé, j'ai acheté le nouveau G3, il n'y a plus de port ADB, il n'y a plus de SCSI, tous les connectiques pour tous mes périphériques avant je les ai plus, je fais quoi? Et on n'avait pas de solution, c'était assez marrant. Voilà, merci Steve. Les petits moments de solitude du support technique d'Apple, c'était sympa. Je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale sur cet analyste parce qu'on pourrait y passer des heures à mon avis sur tout ce qu'il annonce. Ah, Trip Chaudhry, c'est... Non mais je pense qu'il cherche à faire un best-of en fait. Hein. Ouais. Il faudrait même l'inviter, hein. Il faudrait voir si on peut l'avoir. Voilà, oui. Non, n'essaye pas. On parle pas anglais, c'est dommage. Si, y a pas de souci, mais non. Bon allez, on a encore une vingtaine de minutes et il nous reste quand même pas mal de choses à voir, et on a quelques images aussi à regarder ensemble, donc on va essayer de pas trop traîner. Et du côté des annonces un petit peu plus sérieuses, on va dire, donc on a parlé du 2 juin pour Apple avec la WWDC. Le 12 juin, conférence... non, c'est même pas une conférence, c'est un événement Samsung qui aura lieu au Madison Square Garden à New York. Et de toute évidence, il s'agit du lancement des premières tablettes des Galaxy Tab à écran AMOLED de chez Samsung. Alors, est-ce que l'écran peut... Les écrans à molette? Les écrans à molette, tu tournes et ça fonctionne, c'est ça? C'est un télécran en fait. C'est un télécran, voilà. C'est ça. Écran à molette. Écran à molette. Est-ce que... Alors, en cherchant un petit peu, on trouve une photo de ce qui serait... tiens, je ne suis pas sur la bonne entrée, c'est pas grave. Ah, il est pas mal, voilà. ça. En cherchant bien, on trouve une photo de ce qui serait donc cette tablette Samsung. Tablette. Voilà, donc c'est une tablette avec un écran AMOLED, donc rectangle avec des carrés. Voilà, ce n'est plus un écran LCD, mais un écran à diode électroluminescente organique, donc beaucoup plus oui, ça va, monsieur Benjamin, ne faites pas genre je connais, s'il vous plaît. Ça suffit, monsieur. C'est ça ou c'est pas ça? J'en sais rien. Moi, je te dis que c'est ça. Bah, ok, je te crois. Donc voilà, alors Samsung est évidemment très connu pour les écrans, et dit est-ce que l'écran de la Galaxy Tab peut lui faire gagner des parts de marché par rapport à l'iPad? Forcément, il y en a pour qui l'écran est le premier critère. Donc avec un écran pareil, Samsung a un avantage certain, on va dire. Mais maintenant, je pense qu'il y a des gens qui aiment l'iPad, qui resteront chez Apple, même si l'écran de la nouvelle Galaxy Tab est de meilleure qualité. De même que les gens qui sont amateurs de produits Samsung continueront, grâce à ce produit-là, à être des pros Samsung. Donc, je suis pas sûr que l'écran joue tant que ça, en fait. Hein. Alors, on parle d'un écran 10,5 pouces
avec une résolution qui serait en 2560 par 1600. Un processeur 8 cœurs. Wow. Il va falloir une bonne batterie au Ce qui passage. me semble beaucoup. 8 mégapixels pour le capteur arrière, 2 mégapixels pour le capteur avant. Trop bien. Voilà, donc ce sera le 12 juin, Du ben, on va suivre ça. Hein. Et ce sera en plastique tu m'as vendu le du châssis, rêve. je pense. Qu'est-ce que tu dis, Ellie? J'ai dit châssis plastique comme d'habitude, non? Châssis plastique, alors là, là tu Le plastique, c'est voilà. fantastique. Écoute, je te remonte cette photo, voilà, tu pourras dire que tu l'as vue avant tout le monde, mais le reste, je sais pas en fait. Alors, juste un truc, moi, comme je l'ai déjà dit, mais les caractéristiques sur le papier me font pas forcément rêver. Ce qui est intéressant, c'est les usages. Si on ne voit pas des applications intéressantes qui sortent du lot arriver sur ces tablettes-là, ça n'aura pas plus d'impact que ça. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on peut faire des choses vraiment plus intéressantes avec est-ce que les concepts qu'ils mettent en place sont bons ou pas. Bien sûr que tu auras toujours des Ouais, mais produits. c'est comme pour Beats, hein, ça va être du marketing autour de cette tablette. Oui. Hein. Bah, il va y avoir du marketing, mais enfin, le marketing est une chose. Après, la réalité, si tu veux, il faut voir quelle est la réalité entre ce que le marketing annonce et ce que le produit final fait vraiment. Je pense qu'une des forces d'Apple, c'est que ce qu'il montre, finalement, il ne montre pas tellement aux clients. C'est-à-dire que ce qui montre, par exemple, dans les publicités, c'est ce que tu regardes les pubs de l'iPad, c'est ce que tu peux faire avec un iPad. Les applications qui tournent dessus, c'est un truc tout con. Tu regardes l'application Star, je sais pas comment ça s'appelle, la Starlight, je sais pas comment ça s'appelle, pour regarder dans le ciel, etc. Ah ouais, génial ça. C'est génial. C'est le genre de truc, tu le vois dans la pub, tu te dis putain, ça peut pas le faire en vrai. Et en fait, tu le testes, tu te dis ah oui, ça le fait en vrai. Il y a un moment, si tu veux, que ça touche à la magie. C'est comme disait, comment il s'appelle, Arthur C. Clarke, c'est quand une technologie devient quasiment invisible, ça devient de la magie, si tu veux. Et en fait, on est quasiment dans ce domaine-là. Et je pense que tant que des sociétés comme Samsung font des tablettes, des choses comme ça, qui, ne se démarquent pas par leurs applications, et c'est là où Apple a une force, c'est les applications comme iLife, comme tout ce qui est iWork, etc., qui fonctionnent très bien, qui sont fournies d'office et qui sont des applications bien intégrées, qui sont réellement fonctionnelles. Et qui sont gratuites maintenant. Et qui sont gratuites maintenant. Tant qu'ils n'auront pas cette chose-là pour se démarquer, ça fera pas plus d'effet que ça. Ouais. Ils auront peut-être des avantages, par exemple sur le côté personnalisation de la tablette. Je sais qu'Apple a raté certains marchés, par exemple parce que l'iPad est des fois un peu trop figé sur sa fonctionnalité. Donc du coup, ça peut faire jouer la balance vers Samsung plutôt qu'un autre, sur des marchés de plusieurs milliers de tablettes. Mais pour le grand public, qui est le cœur du marché d'Apple, finalement, ça n'a pas d'impact significatif. Je dirais que, tu sais, on reproche toujours à Apple d'être un écosystème fermé, mais tant que l'écosystème fonctionne bien et qu'il est beau, je pense que ça ne dérange pas forcément le client. C'est à partir du moment où il sera pénible à utiliser et vraiment qu'on ne pourra rien faire avec, là oui, ce sera difficile. Ok, donc on verra ça le 12 juin, parce que c'est la date de cet événement qui aura lieu donc à New York, événement Samsung pour le lancement probable des premières tablettes Samsung à écran. J'ai dit AMOLED, c'est Super AMOLED, hein, parce que c'est le même type d'écran. Excusez-moi les amis, même type d'écran que sur les Galaxy Note, que sur le S5. D'ailleurs, à propos du S5, tiens, les chiffres qui sont arrivés, je crois, tout à l'heure, 11 millions d'exemplaires vendus le premier mois. Vendu ou fourni? Ah, c'est la grande question. Voilà. Samsung est très bon là-dessus, c'est qu'en fait, ils pensent souvent... Alors, le point de comparaison, c'est que le chiffre pour le S4, c'était 10. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, voilà. C'est pas 10% mieux sur le S5. C'est pas génial. Enfin, alors, après, c'est bien, dans l'absolu, ici on vend 11 millions, très bien. C'est pas du délire, tu veux dire. Mais c'est pas délirant. Enfin, ça me semble pas. En même temps, le modèle n'est pas révolutionnaire non plus. Hein. Oui, enfin, il s'est plutôt fait paner par les critiques qui disent c'est un S4 amélioré, puis le plastique est pas génial. Enfin, il y a plein de défauts. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est plutôt côté soft qui pêche pas mal. En fait, le problème, c'est que Samsung est entre deux chaises avec d'un côté les applications Google et l'écosystème de Samsung, enfin son propre écosystème. Et il y a un blogueur assez connu qui s'appelle Monsieur Lam qui a fait un article justement sur le S5 qui expliquait comment connecter le bracelet Gear Fit à son téléphone, à son Samsung Galaxy S5, et au final il dit finalement je préfère l'iPhone 5 parce que le 5S, parce que ce qu'il fait, au moins il le fait très bien, il a pas complètement schizophrène comme téléphone, alors que chez Samsung il explique son expérience d'installation de l'application pour contrôler le téléphone. Grosso modo, il y a 2 App Store, il y a des différentes applications téléchargées, c'est pas du tout intuitif, et du coup voilà, un processus qui devrait sembler simple, il ne l'est pas du tout. Et c'est là encore, je pense, une fois de plus, la force d'Apple. Tu sais, il y a un truc. Moi, l'iPhone, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un truc révolutionnaire lorsque j'ai acheté le jour de sa sortie, en 2007. C'est tu prends le téléphone, tu le branches sur son socle et
tu le sors et tu le déconnectes de ton ordinateur et là tu as tes contacts, tes téléphones, tes numéros de téléphone, tes carnets d'adresse, machin, ton Wi-Fi qui est connecté automatiquement, et là tu te dis ça marche du premier coup. Et ça c'était super magique, c'était incroyable, tu faisais ça avec ton téléphone. Et j'en discutais avec un copain le lendemain qui me disait ah ouais, moi j'ai acheté un HTC, ah ouais, Wi-Fi c'est bien mais j'arrive pas à le faire marcher, et puis les contacts, ah non, j'ai pas encore réussi à les synchroniser. Et là tu fais effectivement, il y a ce côté toujours un peu facile d'utilisation. d'Apple. La simplicité des fois qu'on retrouve un petit peu. Alors on va avancer parce que le temps passe vite, il nous reste un quart d'heure, mais il nous reste encore quelques gros sujets. Ouais, absolument. 3 fois rien. Alors on a parlé, les amis. Qu'est-ce que t'as ? Alors je vais te dire, on a parlé du 2 juin, ce sera la WWDC Apple à San Francisco et on y sera. On a parlé du 12 juin, ce sera Samsung à New York, on y sera sans doute pas, mais on vous en parlera. Ouais. Et puis il y a une troisième date qui est encore plus proche de nous, c'est le 27 mai, ce sera un mardi soir, et sur Watch, on vous prépare une émission spéciale. Alors, c'est pas du Apple, donc j'espère que vous me pardonnerez, mais je voudrais vous montrer ce qu'on prépare pour le 27 mai. Ça concerne LG et son nouveau bébé. On dit n'importe quoi ici. Watch TV, édition spéciale. Événement sur Watch TV. Bonjour, soyez les bienvenus. Découvrez en direct le successeur du LG G2 au cours d'une édition spéciale d'Andromag entre Paris et Londres. Je suis super contente de vous retrouver les garçons. J'ai plein de trucs à vous dire. Retrouvez-moi avec Benjamin depuis le studio de Watch TV pour le lancement mondial du nouveau smartphone haut de gamme du constructeur coréen, de retour au premier plan. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé Marie. Donc voilà, elle sera notre relais à Paris. Et moi, je serai en duplex depuis Londres avec les 3 autres envoyés spéciaux de Watch TV. Alors rendez-vous le mardi 27 mai à partir de 18h30 pour découvrir le successeur du LG G2 en direct sur Watch TV. Voilà, bon, j'espère que vous me pardonnerez, ou tiens, donne-moi une tape sur la main, parce que j'ai parlé d'Android dans cette émission. Droit, c'est pas si mal. Android. Non, mais d'abord, c'est pour vous soyez au courant qu'on va avoir une soirée un peu spéciale qui va nous permettre aussi de nous roder en prévision du 2 juin, qui est exactement une semaine plus tard. Et puis, c'est aussi pour dire que voilà, l'iPhone 6 se prépare, il arrivera sans doute en septembre, mais en face, il y a quand même du lourd. Alors, tu disais, Eddy, que le S5 n'a rien de révolutionnaire, et c'est vrai, mais il y a de très très bons téléphones en ce moment. Le HTC One M8, tous ceux qui l'ont entre les mains disent qu'il est absolument épatant. Très bon téléphone. Le G2 était déjà un excellent smartphone, et le G3 arrive, et sans doute qu'il va placer la barre encore plus haut. J'oublie pas l'Xperia Z2 de Sony, qui est aussi un très très bon smartphone. Bref, il commence à y avoir vraiment du lourd en face de l'iPhone, et donc ça veut dire que voilà, Apple va vraiment devoir se surpasser pour conserver son avance sur les autres. Voilà. C'est vrai, il y a mais du lourd. En même temps, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça va obliger Apple à justement à se retrousser les manches et à pas se reposer sur ses lauriers. Ouais. Et c'est c'est presque un gage de bons produits à venir pour ceux qui aiment Apple et ses produits. Dans tous les cas, de toute façon, un marché où il n'y a qu'un seul acteur n'est pas un marché sain, ça c'est évident. Oui. Donc c'est très bien effectivement que la concurrence. Maintenant, pour pondérer un petit peu tout ça, les derniers chiffres quand même de vente, par exemple aux États-Unis, placent l'iPhone 5S bien devant les autres. Donc Apple en fait regagne des parts de marché sur un téléphone qui a 6 mois. Ouais, enfin, je trouve pas que ce soit... Ils montrent pas qu'ils sont dans une situation critique. Non, c'est sûr. Donc, si tu veux... Non, mais il y a toujours ce discours que la concurrence arrive. Il y a une époque où l'iPhone battait toute la concurrence à plat de couture. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Techniquement parlant ? Oui, mais en même temps... Alors après, il y a la cohérence de l'ensemble. Je donnais mon opinion. D'accord. Je donnais mon opinion. Le fait est que... Mais tu es là pour ça, Guillaume. Ça tombe bien. J'ai donné mon opinion. Bonne nouvelle. Non, le fait est que, bien sûr, que les caractéristiques... En plus, Apple a évidemment un calendrier qui est défavorable dans le sens où elle sort ses produits en septembre-octobre. Donc forcément, entre-temps, tous, ils lancent leur téléphone à ce moment-là. Pour Noël, non. C'est peut-être plus favorable pour Noël, parce qu'ils sont... c'est plus favorable pour Noël, voilà. Mais c'est la stratégie d'Apple. Donc
côté, on sait très bien que de toute façon que les téléphones qui arrivent maintenant seront en avance, peut-être techniquement, mais Apple n'a pas forcément pour but de dire on va avoir des caractéristiques techniques supérieures sur le papier, on va avoir meilleures en réalité. Le cas typique, c'était l'appareil photo de l'iPhone. Il n'a pas augmenté en termes de nombre de mégapixels depuis quelques années. On est d'accord qu'il est resté bloqué à 8 mégapixels depuis au moins l'iPhone 4 ou 4S, je sais plus. Mais techniquement, si tu regardes le nombre de pixels, c'est le même. Par contre, ils améliorent la technologie derrière avec les flashs, avec du saphir, des choses comme ça, pour rendre le téléphone meilleur. Et c'est toujours comme ça qu'Apple procède, c'est en incrémental et en faisant en sorte que ce qui était très bon devienne de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, si tu dis effectivement sur les caractéristiques techniques, tu prends les fiches techniques, tu regardes l'iPhone et puis tu regardes le Galaxy S5. Le Galaxy S5, peut-être qu'il a plus de fonctions, il a plus de choses comme ça. Et ah oui, c'est vrai qu'effectivement, lui aussi, il a un lecteur d'empreintes digitales. Tu regardes le lecteur d'empreintes digitales du Galaxy S5, il est pitoyable. Soyons honnêtes, tous ceux qui ont testé disent c'est une catastrophe, ce truc-là ne marche pas. Tu prends l'iPhone 5, il marche à 99%. Enfin, c'est totalement différent. Donc le fait c'est la même chose que tout à l'heure avec la Samsung Galaxy Tab qui va arriver. Oui. En termes techniques, elle est effectivement peut-être plus évoluée que l'iPad Air. Maintenant, j'échangerai pas mon iPad Air contre cette future Samsung. Hein. Bon, on va pas faire plus long que ça sur le G2 et sur l'iPhone 6. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Mais tu sais... non, parce qu'il nous reste 10 minutes. Tu as donné ton avis. Non, je voulais juste dire un truc, mais tant pis. Alors vas-y, Guy. Non, juste pour un petit truc rigolo, c'est que voilà, récemment j'ai une copine avec qui on discutait téléphone, un très beau téléphone Windows 8 qui a un Lumia, dernière génération, qui était très chouette. Elle m'a fait des démonstrations il y a 3 mois, et puis il y a un mois je l'ai revu et elle est repassée sur un iPhone 5S. Parce que finalement... pourtant, moi je trouve que ils sont super bien. Phone, et ce serait mon deuxième téléphone. Hein. Oui, mais par contre, on se rend compte qu'au niveau applicatif, par exemple, on est très vite très limité, que les applications sont de bonne qualité que ce que tu as sur ton iPhone. C'est ça aussi. Ça se discute au coup par coup. J'en profite pour vous dire que l'appli Windows Phone de Watch arrive dans quelques jours. Ah, tu vois. C'est pas pour dévendre ce qu'on fait, mais voilà. De toute façon, elle est gratuite. C'est pas le problème. Après, je suis d'accord que Windows Phone est un très beau système. Voilà. Mais c'est un très beau système. Allez, on avance. Non. Parce que si on parle que d'Android et de Windows Phone, on va devoir changer de crèmerie. Donc, on continue. Et on en parle une fois sur 10 émissions, ça va. Allez, oui, t'as raison. Je voulais qu'on... Alors, j'avais en fait 2 sujets à aborder avec vous, avec des images, mais je me rends compte qu'on va pas avoir le temps. Alors, je vais les garder sous le coude pour la semaine prochaine, et s'il y a mieux d'ici là, et ben vous aurez mieux, et on tirera un. Hein, un. Non, la première c'est le dernier mock-up de l'iPhone 6. Je pense que. Ah non, oublie. Je t'avais dit qu'il n'y en aurait pas. Non, c'est bon. Mais c'était pas vrai. La semaine prochaine, moi je suis malade aussi. C'était pas vrai. La semaine prochaine, c'est moi qui suis malade. Alors d'accord. Alors on se tait et on garde cette pub pour Bentley. On en parle après. Design can be achieved by smells and touches. If you need technology, just simply push the button here, and then technology comes. It's beautiful, fantastic integration. It's actually iPad. Once you have a product like the iPad, which is versatile, it's the best companion to integrate in a Bentley. We looked at it and say, you can obviously have it in your hands. Can we liberate, in a typical Bentley way, the user from having to carry it? It is the mission of Bentley since the beginning. The W. Bentley in 1919 said he wants to make a good car, a fast car, the best car in his segment. The same thing is applying the best tools you have out there into the car. We are the only ones that offer performance compatible with luxury. Those are 2 antagonists. This kind of Dr. Jekyll and Mr. Hyde cocktail is something that we do best, and we are the only ones to deliver that. I think it is all about mixing the best products and the best designs together. This is what makes Bentley Bentley. Alors là, c'est pas fini. Et oui. Là, on a accès aux coulisses du tournage. Tout a été filmé avec un iPhone 5 et avec un iPad Air. Tout a été monté dans iMovie. Alors, évidemment, il y a d'autres produits mis en œuvre, mais c'est une vraie vitrine aussi de ce qu'on peut faire avec les produits Apple.
question, c'est est-ce que ça va coûter plus cher ou moins cher de le faire avec un iPad Air et avec un iPhone Mais là, donc si vous n'avez pas compris, hein, c'est donc bien un iPad qui est intégré dans le avec un clavier distinct. La prochaine voiture d'Alexandre Lenoir, donc. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il va la tester. Je sais pas s'il l'aura, mais il va la tester. Moi, quand j'ai entendu parler de cette pub. Donc pour la nouvelle Bentley qu'on a vu tourner avec des moyens techniques moyens du bord imaginés par Apple, exactement, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça intervient alors que Madame Burberry arrive chez Apple. Enfin, il y a une sorte de on a l'impression qu'il y a une sorte de rapprochement ou une sorte de communion d'intérêts entre Apple et les grandes marques du luxe. Je pense aussi au patron d'Yves Saint Laurent qui est arrivé il y a un an chez Apple. Bon. Je sais pas s'il faut y avoir un lien directement de cause à effet, mais bon. Non, voilà, mais on est plus dans une tendance. Enfin, ce sont les produits de luxe. Voilà. Ouais, mais je pense que attention, après le problème c'est qu'Apple n'a pas forcément envie de dire on fait des produits de luxe. Il faut pas faire un amalgame. Non, mais accessible à peu près à tout le monde, quoi. Pour Apple, oui. Pour une Bentley, non. Oui, c'est ça. C'est le problème. Bon, il nous reste 2 minutes. Tu voulais dire un truc ? Allez, vas-y. Non, ce qui est intéressant, c'est justement qu'Apple associe son nom à ce genre de marque, parce que quelque part, celui qui va acheter un produit Apple va, par extension, on va dire, accéder à cet univers du luxe. Donc, c'est assez malin pour Apple. Est-ce qu'Apple s'associe, c'est la question surtout. Est-ce que ça vient de chez Apple ? Est-ce qu'Apple, ils ont dit OK, on valide ou, je suis pas sûr. Mais par contre, je suis pas sûr qu'ils doivent être mécontents de ce genre de publicité. Ouais. Oui, c'est sûr. Bon, il nous reste 2 minutes. Je voulais qu'on dise un mot du gros bug qui touche en ce moment le Creative Cloud d'Adobe. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il se trouve, alors voilà, on pourrait en parler, on pourrait faire une émission sur le sujet parce que. On fera une émission sur le sujet. Hein, voilà, il y avait eu pas mal de réserves, on va dire, au moment du lancement du Creative Cloud autour de. Effectivement, et qu'est-ce qui se passe si tout le réseau plante ? Alors, Adobe avait rassuré en disant mais ça n'arrivera pas, bien sûr. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver depuis 24 heures parce qu'on peut plus télécharger les mises à jour, on peut plus s'inscrire, on peut plus mettre à jour son compte. Et en fait, on peut plus lire ses livres protégés par des DRM Adobe. Voilà. C'est classos aussi. Et je m'en suis rendu compte tout à l'heure parce qu'on avait besoin de télécharger la nouvelle version d'After Effects sur le compte Creative Cloud qu'on a ici. Et ben on n'a pas pu puisque les serveurs n'acceptaient pas l'identifiant qui pourtant est valable, etc. C'est comme ça qu'on a été au courant du bug et de fil en aiguille on s'est rendu compte que c'était pas juste ici, c'était le danger de la location logicielle. C'était mondial, quoi. C'est le danger de la location, enfin c'est le danger de la location logicielle en fait qui te soumet à l'autorité d'un serveur indépendant. Enfin, et en même temps c'est le danger de tout système d'activation. Moi récemment j'ai eu un problème avec une licence Microsoft Office Mac qui s'activait pas. J'ai appelé Microsoft. Ah oui, le serveur n'est pas disponible depuis 48 heures. On sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Et tu fais bon, donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? À ton avis, tu vois ce que j'ai dû faire. Voilà. C'est-à-dire ? Je ne dirais pas, mais... D'accord, tu as fait autrement. Mais j'ai dû faire autrement. D'accord, voilà. Contraint forcé, on va dire. Contraint forcé, puisque en fait, le développeur ne fournit pas, l'éditeur ne fournit pas de quoi faire fonctionner son logiciel, ce qui est quand même catastrophique. Ouais, absolument. Encore une fois, le problème, c'est un problème récurrent. En plus, c'était journée des DRM il n'y a pas longtemps, enfin contre les DRM, je crois il y a 2-3 jours, et le problème, c'est que les DRM enquiquinent les clients, et pas les gens qui payent, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ce sera peut-être, sans doute, probablement, je sais pas comment le dire, mais le sujet d'un iWeek spécial, parce que ça vaudra le coup de refaire, on va dire, un point global sur le cloud. Pour inviter les éditeurs qu'on rigole un peu. Voilà, hein, entre Microsoft, Adobe, Apple et tous les autres, voilà, ça fera sûrement une super émission. Donc voilà, le sujet est noté. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à toi. Eddy, on te retrouve évidemment sur tablettetactile.net. Exactement, sur tablettetactile.net où je parle surtout d'iPad et d'iOS et au milieu de mes collègues qui eux parlent Android. Donc ceux qui sont intéressés par la Samsung qui nous suivent ce soir, c'est le moment ou jamais de venir sur le site. Je pense qu'on en parlera au moment de sa sortie, il n'y a pas de problème. Bon, et c'est bien, tu es un peu moins seul en fait quand tu viens dans iWeek, c'est bien. Exactement. on est content d'avoir un rôle social aussi. Merci Guillaume d'être venu dans le studio Watch. Merci à merci à toi. Dans le studio tout beau, tout blanc. L'émission, vous la retrouvez
en podcast et en replay d'ici 3 heures en général, hein, c'est le délai dont on a besoin. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine. Tous malades. N'oublie pas, voilà, non, on va essayer d'être en forme. N'oubliez pas le rendez-vous du 2 juin, ce sera la keynote Apple en live sur Watch TV avec des envoyés spéciaux de l'autre côté de l'Atlantique, c'est sûr. Et puis voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro Day Week. Salut à tous. Bisous les gens. Bonne soirée.